donc, nos interrogations, nos questions, nos réflexions sur le thème donc, de la maison, habiter, ne pas habiter, les différentes façons d'habiter. C'est plus facile sans doute d'illustrer l'acte d'habiter, quoique, avec toutes les modalités, que plutôt celui de ne pas habiter. Quelles sont toutes les autres formes de ne pas avoir un lieu à soi. Alors, vos questions. Moi, hier, durant la conférence, j'ai été un peu étonnée de favorable au dortoir dans les familles. Oui. Et j'aimerais bien t'en expliquer. Je mise sur un apport très positif de cette convivialité, comme ça, qui permet d'abord d'éviter la solitude dans la nuit, et que je pense qu'il y a beaucoup de troubles du sommeil des petits, des enfants, qui seraient très vite traités, résolus ou amoindris, grâce à cette présence humaine, à ce bruit des respirations, à quelque chose qui dit une appartenance, qui dit une proximité. Et ça m'a été tout à coup, pas confirmé, mais légitimé encore davantage par évidemment cette évidence que les dortoirs, c'est ce qui a existé jusqu'au 19e, et que la chambre individuelle, surtout pour les enfants, c'est une coquetterie d'une culture bourgeoise, et les familles dormaient dans la même pièce. Et donc, ce que j'ai vu, c'est d'une part, quelque chose qui permet une sécurité favorable à la qualité du sommeil et surtout à l'endormissement, mais aussi quelque chose dont je parle souvent, qui est cet apprentissage de la vie à plusieurs sur le respect du territoire spatial, du territoire temporel, et cette forme d'élaboration à la fois de la construction de mes frontières, mais aussi du respect des frontières des autres. D'accord. Ce que j'ai vu ensuite illustré par les dortoirs dans les pensions, que je voyais d'abord comme un lieu terrible, et dont j'ai vu que ça avait été au contraire une invite à presque accélérer cette construction des frontières, des territoires et de la prise en considération du territoire des autres. Et j'ai vu pour mes enfants combien c'était quelque chose de précieux, ce dortoir. Donc, quand je dis dortoir, ça veut dire aussi que c'est un lieu commun pour dormir, que j'ai pu reproduire dans les différents lieux où on allait, et que ça veut dire aussi qu'il y a ensuite, d'une façon très variable selon le luxe des maisons, d'avoir un territoire à soi, avec son terroir, avec son placard, avec son coffre. Voilà. Là, je parle d'un temps aussi. Dortoir, c'est pour dormir. Et donc, c'est dortoir fratrie. Oui. Ou cousinade. Oui, même niveau générationnel. Oui, c'est ça. C'est ça. Et il peut y avoir des fêtes aussi, avec intergénérationnel, quand je me souviens d'une famille où on descendait le matelas des parents et tout le monde campait comme ça dans le salon. Oui, sinon, c'est cousinade. J'ai répondu à ta question. Oui. Saveur, et surtout, ça permettait pour moi de savoir que la nuit allait être longue, les confidences, les jeux, les fous rires, tout ça, et que c'était un temps source de beaucoup de souvenirs aussi à créer, et de choses qui échappaient effectivement à la génération des parents. C'était créer quelque chose de cette appartenance-là. Et j'entendais les petits pas, et j'entendais les pipis comme ça, et je me réjouissais de tout ce qui pouvait se créer et se vivre. Plutôt que d'être seul dans sa chambre. Ah ben là, ça change tout. Ça change tout. Voilà. Alors, et ça c'est dortoir, mais ce que j'ai souvent suggéré dans les familles où il y avait quelques troubles du sommeil, c'est que les enfants s'arrangent aussi pour aller l'un dans la chambre de l'autre et tester. Et je voyais qu'il y avait immédiatement quelque chose qui s'apaisait dans les angoisses de la nuit, dans les cauchemars, dans les terreurs nocturnes, voilà, grâce à la présence de l'autre. Voilà. Autre question. Moi, je suis arrivée un peu en retard, mais je t'ai entendu parler hier de ces personnes qui ont deux lieux
Oui. Et ça me touche parce que je me sens plutôt avoir deux lieux, et même plus qu'un seul. Oui. Du coup, je voudrais que tu redises la différence que ça fait par rapport à la création de racines, ou par rapport à quelque chose de la sécurité, ou je sais pas. Qu'est-ce qui est différent? Parce que avoir plusieurs lieux, c'est d'abord quelque chose sans doute qui renvoie à de la logistique, de la technique, du pratique. Et donc ça peut être à un moment contraire à cet archaïque, ce besoin vraiment qui renvoie à avoir un lieu pour moi dans lequel je mets mes trésors, dans lequel je me sens m'incarner davantage et surtout recontacter ce besoin de sécurité, d'avoir un lieu. Mais on est dans le symbolique, on n'est pas dans le pratique. Et c'est ce que je disais hier aussi, c'est que pour certaines personnes, dont je n'ai pas encore très bien défini le type et les vertus, ça peut être compatible. Et pour d'autres, je ne crois pas. C'est un petit peu ce que je dirais à propos d'un autre débat qui n'a rien à voir avec la maison, qui a à voir avec être polyglotte, apprendre plusieurs langues en même temps. Oui, je sais qu'il y a des âges où c'est très facile. Voilà. Et je reste toujours un peu prudente parce que je devine, peut-être à tort, mais c'est quand même pour le moment quelque chose à quoi je vais être attentive, la difficulté pour certains enfants dans leur façon de se construire, dans la façon d'élaborer leur sécurité, ça peut être complètement pas compatible et qu'ils auraient besoin d'avoir une langue à partir de laquelle se construire. Et je sais que c'est très débattu, mais j'ai quand même, en tant que clinicienne, été amenée à voir ce qui pouvait se passer dans des familles où il y avait le père qui parlait une langue, la mère une autre langue, et les deux parents parlaient une troisième langue aux enfants. Alors, j'en fais pas une généralisation, mais j'en fais plutôt une alerte à être prudente. Voilà, donc à chacun de nous de voir à quel moment il pourrait se faire à bas bruit, violence, ou violence à ce besoin d'un lieu. Ou si j'en ai plusieurs, quel est celui qui est majeur? C'est lorsque cette priorité n'est plus tenue. C'est pour ça que je disais bien avoir un lieu, puis ensuite un lieu de vacances. C'est pas ça dont je parlais hier. C'est lorsque je ne sais plus où je mets tel et tel objet qui est important pour moi. Où je range mes documents. Où, voilà, à quel lieu est-ce que je fais référence quand je parle de ma maison? Oui. Quand tu dis ça, je m'aperçois, j'ai beaucoup déménagé, on va dire, sur ces 20 dernières années, 12 ou 13 fois. Et en fait, à certains moments, j'ai une superposition d'un lieu d'avant. Et du coup, tout d'un coup, je cherche quelque chose et mon esprit me dit, le placard il est là, il n'est pas là, il est là. Et tout d'un coup, c'est très étonnant. Ça renvoie vraiment à ce que j'évoquais hier sur la façon d'être avec le corps, l'instinct, une forme d'intelligence du corps et aussi des souvenirs. C'est vrai que ça peut être très troublant d'être tout à coup désorienté. Tout à fait, de chercher par exemple là, mais il n'y a pas d'horloge là. Voilà, désorienté, qui n'est plus dans son orient. Mais c'est très bref, mais c'est... Et c'est troublant. Oui, c'est troublant. C'est ce que j'évoquais, et avec les livres de Kaufmann, avec sa façon d'évoquer notre façon physique, corporelle, physiologique d'être incarné dans un lieu. Tu l'as lu, le caractère? Non. Lis-le. Ça va beaucoup répondre à ces questions. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec Sébastien, c'est qu'il dit souvent, on n'habite pas dans la même maison. Oui, mais oui, ça, j'adore. Bien sûr. Parce qu'il lui range d'une façon, moi d'une autre. Je ne sais pas toujours où est-ce qu'il met la tasse. Et j'adore, on n'habite pas dans la même maison. Et donc ça suppose évidemment des exercices héroïques quelquefois de cohabitation pacifique. Et moi j'ai l'impression que je n'ai pas encore trouvé ma maison. Et que je suis mieux chez quelqu'un
chez quelqu'un d'autre, dans la maison de quelqu'un d'autre. Ah ben, j'aime bien là, cette piste que tu as. Ah oui. Mm. Ouais, c'est l'impression que j'ai vraiment. Et... Ouais, c'est intéressant. Hier, c'était un des mots, c'était être propriétaire, locataire, etc. ou invité. Ah d'accord. Ouais. Parce que je suis l'invité. Mon rêve, ce sera d'avoir un réseau. Et d'être invité. Voilà, de pouvoir être invité, de pouvoir J'avais habiter. pas théorisé ça voilà. aussi bien que toi. Partout où je passe, quoi, enfin, pouvoir me poser. Avec un statut très particulier. Oui. Puis un réseau qui soit valable à vie. Ce serait mon rêve, je crois. Ou un de mes rêves, enfin, par rapport Ça à fait quand habiter. même penser à ce que tu disais tout à l'heure sur ces jeunes Oui. qui sont accueillis ici, là. Oui, c'est vrai. Ouais. Ou l'intérêt du livre que je vais te prêter là. D'accord. Particulier. Et alors hier soir, j'ai choisi de rentrer chez moi, parce que j'avais de l'énergie avec ce que j'avais vécu de chouette, enfin, de joyeux. Et du coup, je voulais avancer sur mes projets, les projets pour l'association. Et donc j'ai décidé de rester sur Paris. Je suis allée voir un film d'abord, et puis ensuite je suis allée dans un, comment ça s'appelle, un cybercafé pour travailler. Et en fait, ce qui venait en moi, c'était, parce qu'on parlait d'habiter sa maison, c'était, là, je me sentais vouloir habiter ma vie pendant cette nuit. Il y avait quelque chose de décalé par rapport à l'habitude, d'être dans la nuit, d'être un peu dehors, donc de voir le ciel, enfin des choses comme ça, même si on ne voit pas beaucoup à Paris, mais d'être dans, me connecter à ma vie. Ça me fait penser à plein de choses, ce que tu dis, notamment sur ce qui pourrait être peut-être abusif dans le sens généralisé, comme si le danger c'était quand même être à la maison seul et que le salut c'était être à l'extérieur avec. Oui. Oui, donc chez quelqu'un d'autre. Alors que je suis plutôt moins sensible aux personnes qui se sentent vraiment en sécurité seules chez elles, et toute transhumance ou toute hospitalité, même très généreuse, pourrait être source d'inquiétude, d'angoisse. Les gens qui ne dorment pas ailleurs que chez elles. Alors il y a ensuite tous les prétextes, les alibis, le lit, le truc, le machin, le bruit, mais ça serait bien sûr plus profond. Donc le danger serait à la maison. Oui. Et du coup, en pensant à cette nuit et le ciel, je vois bien que dormir sous la tente, par exemple, dormir dehors, entre guillemets, mais sous la tente, c'est aussi ma maison. Et la belle étoile? Je crois que j'ai jamais dormi. Eh ben, tu ferais. Ouais. Bah, il y a certaines choses à respecter. À propos de la pleine lune, il y a des choses à éviter. Hein, mais j'ai jamais fait l'expérience de dormir, faire la nuit, de dormir la nuit à la belle étoile. Rester dehors, m'allonger, oui, mais pas dormir. Et c'est vrai que je me sens. Enfin, après, si je suis en sécurité au niveau humain, dans un lieu où, a priori, il n'y a pas de danger, pas trop de risques, je me sens en sécurité dans la nature. Et bien même. Pour le moment, donc l'expérience est avec une tente. Oui. Quelque chose de... Oui. C'est vrai que j'adore aller chez Decathlon, chez Moscou, aller voir les tentes. Je peux passer des heures comme ça. Quelquefois même j'y entre. J'enlève mes chaussures. Je vois. Ah oui. Oui, oui. C'est un substitut de la cabane. Oui. Et je suis toujours très au courant de ce que ces fabricants élaborent de tentes diverses. Légères, ou complexes, mais 1 heure à la montée, mais c'est pour quelques jours. J'ai failli tenter une nuit en igloo, 2 nuits en igloo à la fin de l'année. Je me suis dit, tiens, je vais tenter ça. Bon, je ne l'ai pas fait finalement, mais pour expérimenter une autre façon d'habiter dans un autre cadre. Est-ce que tu as passé une nuit dans une cabane perchée? Parce que maintenant, il y a des locations. Oui, c'est vrai, non, très intenses. C'est des choses qui me tenteraient. Ah, si, dans des... Est-ce que c'était au Québec? Dans un chalet? Non, c'est pas pareil. Pas une cabane perchée, non. Bah, elle fait ça aussi cette année. Oui. Parce que maintenant, c'est vraiment facile de trouver ça et pas très loin si tu n'as pas envie de trop loin. Dans une cabane en bois, par contre, dans un lieu... oui, ça, je sais que tu l'as fait. C'est chouette. Et là, c'était dans un arbre. Oui, oui. Et j'aime beaucoup le bois. Moi, j'aimerais habiter dans le bois. La notion d'opacité m'a intéressée aussi hier, parce qu'effectivement, ici, on est bien
habituée aux rideaux volés, mais par exemple à Bruxelles, non. Oui. Ah ouais? Oui. Et j'ai été très... oui, ça m'a... Ah, ça m'a manqué. Oui. Ah oui. Oui. Les rideaux, enfin, je veux dire, les fermetures t'ont manqué, les Oui, rideaux, les et puis volets. oui, d'avoir accès comme ça à l'intérieur chez les personnes et la nuit particulièrement quand la lumière est allumée. Enfin, Et ça me fait penser que dans la rue, là, il y a un nouveau bureau en mi-sous-sol. Et donc on voit, oui, c'est dans la rue des Caron-Saint-Augustin même, et on voit les personnes travailler. Et je vois bien, je me suis dit, j'aimerais pas que les passants, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt à me regarder travailler, mais j'aimerais pas ça déjà, et ça rejoint ce que tu dis. Oui. Donc opacité, bon, c'est vraiment création d'intimité, protection de l'intimité. Alors quand tu as posé cette question, Lina, j'ai pensé à deux choses. Il y a quelque chose qui protège de la vue des autres, donc de l'extérieur, mais il y a aussi quelque chose dont j'ai mis du temps à réaliser que ça pouvait être contraire à mes besoins, c'est aussi ce qui va des occultants pour la lumière. Je pensais à ça aussi quand tu as parlé. Oui. C'est-à-dire pour ne pas être dérangé par la lumière du jour. Alors là, c'est que toi, tu as insisté sur ne pas vivre comme une intrusion le regard des autres. Oui. Non, mais moi, ça me fait bizarre que les gens ferment les rideaux ou les volets pour ne pas être en contact avec la variation de la lumière. Moi, ça me fait bizarre aussi quand je suis invitée et qu'on me propose de tout fermer. Oui. Ah non, si je peux laisser ouvert, je suis contente. Il y a aussi tout ce qui se passe dans les rez-de-chaussée. On ne peut pas laisser aussi volontiers ouvert, mais la fenêtre évidemment. Voilà, je me dis, pour pouvoir être dans cet accès au ciel, encore faut-il être symboliquement ou physiquement ou matériellement protégé d'une éventuelle intrusion. Et quand tu parles de ciel, hier tu évoquais de la grotte au gratte-ciel. Moi j'ai grandi au 18e étage, dernier étage, mais toute mon enfance jusqu'à maintenant. Mais c'était le dernier en plus. C'était le dernier étage. Et effectivement, j'avais jamais pensé à ce côté hors sol. Mais par contre, le nombre de rêves que j'ai pu faire, où j'étais aspirée par le balcon vers le vide, enfin tous ces rêves de chute. Ah oui. Ah oui. Mais c'est en fait. C'était de quel âge à quel âge? Ah, de 0 à 19. Ah oui. Et donc c'était ascenseur. Ascenseur ou escalier. Ou escalier. Parce qu'en plus, à une période, j'avais peur d'ascenseur. Très peur. Donc du coup, j'ai beaucoup fait d'escalier. Ah oui, 18 étages 18 étages. Wow. Alors parfois, c'était drôle parce qu'en fait, comme j'avais peur d'ascenseur, ma stratégie, c'était de monter avec un cas. Et puis ensuite, quand la personne descendait, j'appuyais sur le bouton, les portes restaient ouvertes. Et puis dès que la personne fermait sa porte, hop, je prenais l'escalier. Mais alors des fois, quelle déception quand la personne allait au 2e étage ou au 4e et que j'étais fatiguée et qu'il fallait encore monter tout le reste à pied. Enfin voilà, parce que c'était quelque chose. C'est vrai que et ce lieu-là, cette hauteur, c'est tout un vécu finalement. Et surtout avec les escaliers qui sont quand même très hauts, mais sinon, ce côté artificiel de l'ascenseur. Moi, j'ai en tête un lieu là, j'ai beaucoup aimé, l'association Artisans de Paix dans l'Est de la France, là, un lieu que j'aime, que j'ai aimé habiter, où je me sentais chez moi, à l'aise, enfin c'était simple, il y avait quelque chose d'agréable à vivre, enfin je me sentais exister parmi d'autres, et je me sentais bien quoi. Est-ce que tu aurais dit que tu te sentais chez toi? Oui. Surtout dans la grande verrière là. Ouais. Et dehors. Non, parce que je peux me sentir chez moi dans une pièce, dans une chambre, dans une maison, mais aussi dans une ville. Une ville où j'ai atterri, où je ne m'attendais pas du tout et je me sentais vraiment chez moi. C'était Istanbul. Je ne m'attendais pas à cette sensation d'évidence, là. Comme des lieux où je me sens chez moi, et d'autres pas du tout. Je pensais à ça aussi hier en introduction, je ne l'ai pas dit. C'est notre sensation quand nous arrivons chez quelqu'un je me souviens un jour être arrivée chez un homme et il y avait des armes sur tous les murs
qu'une envie, c'était de repartir. Ça aussi, c'est Kaufmann qui en parle très bien dans son livre Le premier matin. C'est la sensation qu'on peut avoir en ayant sympathisé avec quelqu'un et plus si affinité, et tout à coup de se trouver dans une maison qui dit l'inverse. Une autre question? Oui, hier, tu as parlé des enfants donc, dans une maison qui peuvent vivre. Alors, j'ai retenu soit une expérience d'aventure, soit une expérience domestique. Enfin, c'est-à-dire selon le sexe de l'enfant. Est-ce que c'est parce que... Je parlais des cabanes. C'était pour les cabanes, d'accord, oui. Et que les cabanes des filles ne sont pas du tout les mêmes que les cabanes des garçons. D'accord, ok. C'est genré. D'accord, voilà, c'est ça. Okay. A priori. Oui, oui, merci. Ok, d'accord. Oui, j'ai été très intriguée par la cabane. Et donc, du coup, j'essaie d'avoir des souvenirs. La cabane n'a pas du tout fait partie de ma vie. Je n'ai j'ai pas de souvenir d'avoir vu quelqu'un construire une cabane. Ah oui. C'est vraiment très peu familier. Ah oui. La cabane. Et donc, hier, j'étais toute oui sur la ben, cabane. C'est l'inverse du 18e étage. Ah. Oui. Et donc il y a quand même une petite construction en bois au parc départemental, et ma foi. Bienvenue, si tu veux construire une cabane avec moi, je suis toujours prête. Ah, chouette. Non, mais en plus, je m'aperçois quand tu parles que j'étais dans une maison d'abord, il n'y avait pas d'autres enfants, et surtout il y avait beaucoup de bois, parce qu'il y avait une fabrique, il y avait une scierie, et donc il y avait beaucoup de tous ces premiers éléments, donc très tôt j'ai eu envie de les assembler, c'est pour ça. Et il y avait des outils, on pouvait s'en servir aussi, la ficelle. Oui, j'étais très favorisée. Donc tout à coup, je réalise grâce à ton témoignage que j'avais vraiment les éléments favorables à cette espèce cette passion pour les cabanes. Et il y avait beaucoup d'arbres accessibles. Donc soit c'était au ras du sol, soit c'était déjà perché dans Je vais en avoir une petite en filigrane cabane, ah oui, quelque part. Mais... Demande-moi Méline sur les cabanes déjà, pour pouvoir rêver. Plus belles les unes que les autres. Une dernière question? Moi j'étais aussi intriguée, habiter, on a parlé des exilés, donc mes parents sont venus de la Martinique pour s'installer en métropole. Et oui, effectivement, cette notion d'habiter, parce que finalement, peut-être que j'ai pas senti qu'ils habitaient là. Ils sont restés là-bas? Ah oui, et puis ce 18e étage aussi, il y a quelque chose de suspendu. Et donc, je pense que, moi je sais qu'hier, durant la conférence, et là bien sûr ça va travailler m'habiter, mais je me suis demandé quelle représentation j'avais du lieu. Je me sens très... flottée. Oui. C'est vraiment intéressant de voir, notamment c'est Anne Ancelin qui en parle, mais aussi la première femme de Malraux qui parle très bien de ce traumatisme dont les parents n'ont pas conscience du départ de la famille, et les enfants sont là, ils perdent beaucoup de choses, leur premier point de repère. Il y a beaucoup de textes vraiment fort intéressants sur ce qui est méconnu souvent. Parce que les parents, eux, sont dans ce trauma, donc à voir aussi avec logistique, financier, et les enfants perdent beaucoup. Pour moi, c'était aussi perdre une relation privilégiée avec mes grands-parents. Oui. Quelque chose d'une enveloppe aussi. Je sais que j'ai beaucoup aimé la maison de mon arrière-grand-mère. Quand elle a été vendue, j'en ai rêvé. J'espérais la garder. Et quand elle a été vendue, j'en ai rêvé plusieurs fois, vraiment avec force. C'était le deuil que je faisais sans doute tranquillement, mais c'était physique, cette oui, d'ailleurs, en 75, quand à la mort de mon grand-père, il a été pendant quelques fractions de secondes question de vendre la maison où je suis née et j'ai vécu. J'ai eu l'impression d'une amputation potentielle. Vraiment quelque chose qui touchait le corps, la façon de m'être construite là. Donc une maison comme Pau, disait. Oui, comme Pau, ça avait été aussi une sorte de ventre pour moi. De construction.
Évidemment, quand j'arrive dans cette maison, je commence par faire le tour. Je vais dans toutes les pièces. Là, je renifle ce que je disais, la poussière, le moisi. Voilà. Et je vois bien la fente qui s'est ouverte, quelque chose qui... Vraiment, c'est comme se regarder dans un miroir. Est-ce que tu as une autre question? Il me semble pas. Ah oui, il y avait cette notion, mais c'est plus une anecdote de la créateur. Oui. D'être créateur dans son appartement et vu que avec Sébastien on a installé le gazon synthétique dans la salle à manger, etc. C'est vrai que en fait c'est... De toute façon, se l'approprier. Ah oui, mais c'est une expérience très très riche. Oui. Donc d'où le choc qu'on peut avoir sur la maison des autres qui l'ont aménagée de façon étonnante, mais aussi le plaisir là, de pouvoir créer. Oui. De s'autoriser à... Et la création peut être aussi une opération éphémère, un peu comme un événement, dans un hôtel. Tu peux aussi mettre quelque chose dans l'hôtel qui va dire c'est ma chambre. Non. Donc éphémère, totalement, mais qui a aussi sa valeur. Et moi, à force de bouger, j'ai l'impression d'avoir un mini sac voilà, qui me permet de me reposer partout où que j'aille pour me sentir chez moi. Oui. Donc pour le voyageur, il y aurait le kit de secours que je partage dans l'atelier sur le sac. Mais évidemment, pour habiter ailleurs, ce serait ce sac-là, qui est un autre sac, pas le kit de secours. Merci à chacune.